Monsieur Hugo Zala, bonjour. Bonjour, monsieur Kibamichi. Bonsoir, parce que ceux qui nous suivront en rediffusion vous suivront le soir. Bonsoir. Bonsoir. Monsieur Hugo Zala, je vous connais depuis plus de 20 ans. Je n'avais jamais deviné que vous entrerez en politique. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est l'évolution d'un parcours. J'ai quand même la chance, je vais le dire ainsi. En septembre 2026, j'aurai 20 ans de carrière, expérience professionnelle. J'ai la chance de passer dans le secteur privé, commercial et non commercial. Après le secteur public aussi, domaine technique, administration, sécurité, politique aussi. Et aujourd'hui, en train de diriger un parti politique, à la tête d'un parti politique, c'est l'évolution d'un parcours. Et puis, je suis le genre de personne qui ne veut pas construire tout en étant statique, mais plutôt dans mon évolution normale, je suis quelque part, j'agis, j'impacte, puis je passe à autre chose, j'agis, j'impacte, et ainsi de suite. Il paraît que c'est le propre des gens intelligents et pas comme nous qui avons choisi un métier qui y restons parce que nous l'aimons. Pas de façon exclusive. Déjà, je ne me considère pas comme plus intelligent que les autres, sans idée de se comparer, mais je me considère quand même intelligent. Et parlons de vous, vous avez plus le profil d'un maître, un formateur. Alors, c'est un peu dans votre vocation de rester à l'école, accueillir des élèves, les former et les laisser partir. Je suis passé par là, j'ai pris ce que je pouvais prendre et je suis parti pour aller impacter plus loin sur base de ce que j'ai pris chez vous. Président de la base républicaine. Pourquoi la base républicaine? La République doit avoir une base. Déjà, on dit la République, c'est ce qui appartient à nous tous, ce qui appartient à tous, à la communauté, à la société, à la collectivité. Nous devons, lorsque nous voulons construire quelque chose, nous veillons à ce que la base soit solide. En d'autres termes, on dit fondation. Et nous avons choisi le terme base. Nous voulons que dans ces pays, le Congo, qui doit appartenir à nous tous, aujourd'hui ça donne l'impression que ça appartient à nous tous, ou bien dans les textes, mais dans les vécus c'est un peu différent. Il faut une base solide. Et cette base, c'est une vision. C'est comme ça que la devise de notre parti, c'est une vision pour la nation. Parce que vous considérez que la base n'est pas solide, c'est pour cela qu'on tangue? Oui, c'est comme ça que nous avons... Moi, j'étais choqué. Hein? J'ai entendu dans nos échanges avec les personnes qu'on rencontre ça et là, on me pose la question, on me dit, vous qui êtes dans la politique, vous qui dirigez les partis politiques, est-ce qu'en 2028, il y aura élection? Je lui ai dit à la personne qui m'a posé la question, ouais, ça montre que nous n'avons pas encore une base solide. Parce qu'en principe, la question ne devait même pas se poser. Le peuple s'est réuni pour exprimer sa volonté que les élections doivent avoir lieu chaque 5 ans. Ce n'est plus question d'avoir un avis ou pas, ou de calculer s'il y en aura ou il n'y en aura pas. Votre parti existe depuis combien de temps? Depuis le 13 janvier 2025. Vous êtes implanté dans combien de partis? Dans combien de provinces? Aujourd'hui, le parti est présent dans 21 sur le 26 provinces. Donc, nous avons un grand travail à faire. Le parti n'est pas encore arrivé à Nord-Ubangi, Chouapa, Nord Kivu, Sud Kivu et Ituri. Les trois autres pour des raisons qui sont sécuritaires et puis voilà.
Quand on crée un parti, c'est pour gagner les élections, prendre le pouvoir, le garder le plus longtemps possible. C'est pour cela que vous êtes président de la base républicaine, pour accéder au pouvoir d'État, président de la République. C'est votre rêve? Nous ne voyons pas les choses comme ça. Mais nous ne nions pas ce que vous avez dit. Seulement, ce n'est pas ça l'objectif. L'objectif, c'est qu'on veut impacter la société. Nous estimons que nous portons une vision et que cette vision est meilleure pour que notre pays se développe. Et pour impacter, on a besoin du pouvoir pour agir. Donc, le pouvoir, c'est plus un levier pour impacter au mieux la société par rapport à notre vision. Donc, notre objectif, ce n'est pas le pouvoir, mais nous avons besoin du pouvoir pour impacter la société, matérialiser notre vision. C'est comme ça que les choses doivent être... En tant que jeune président intelligent, vous pensez vous présenter aux prochaines élections, électorales? Le parti s'organise justement pour prendre part aux échéances électorales. Après, dans la dynamique politique, comment on va aux élections? Soit en tant que parti, soit par les jeux d'alliance. Par les jeux, par des alliances, on peut soit porter la candidature d'une autre personne, ou d'autres formations politiques peuvent porter notre candidature. Mais moi, en tant que président national du parti, j'ai l'obligation d'incarner les objectifs du parti au plus haut niveau. C'est une obligation et en même temps un devoir. Devoir-obligation. Ouais, non. Je suis censé porter le parti à ces niveaux-là, de telle sorte que naturellement, si la base républicaine n'est pas sur des jeux, des alliances avec d'autres formations politiques ou pour porter la candidature de notre candidat, le président national, sauf avis contraire du congrès du parti, est censé naturellement accepter cette posture d'être les candidats naturels du parti. Vous êtes de quel côté? De côté gauche ou du côté droit? Cette question est intéressante parce que... En fait, je vous la pose autrement. Vous êtes membre du parti au pouvoir actuel ou de l'opposition? C'est plus clair pour tout le monde. Si on prend notre constitution, cette question dérange parce que c'est comme si on a institutionnalisé la contradiction. La base républicaine n'est pas un parti de l'Union sacrée. Elle est née, elle a vu le jour le 13 janvier 2025, en dehors de l'Union sacrée qui déjà s'est organisée depuis, je crois, 2022, 2021 et puis 2023 pour les élections. C'est devenu une plateforme électorale. Et aucun des membres de la base républicaine n'y prend part au pouvoir. Ni au niveau central, ni au niveau provincial ou local. Donc, nous ne sommes pas de la mouvance, de la famille politique qui gère le pays. Vous êtes donc de l'opposition? Un terme qui dérange quand même avec toutes les connotations qu'on met dessus, mais du point de vue constitutionnel. Alors, on parle beaucoup du dialogue entre Congolais en ce moment. Quel est l'avis de la base républicaine? Oui, il faut un dialogue, quand même. Quand même. Voilà. Qu'est-ce que nous voulons, nous, Congolais? Un État, une armée, une police, des institutions dotées du pouvoir et des moyens nécessaires pour être en mesure de contenir, de réprimer toute action d'une force négative. Que cette action soit portée par des Congolais ou pas. Qu'est-ce que nous avons aujourd'hui? Je ne sais pas prendre un vol à Ndjili pour aller à Goma. Toute cette architecture n'a pas fait le boulot.
Nous avons deux choix. Soit on reste là, on s'est dit, ils finiront un jour par faire le boulot, avec le risque que le problème soit aggravé. Soit on s'est dit, bon, cette voie, on n'y arrive pas, mettons-nous sur la table, voyons qu'est-ce qui doit être fait, et surtout que dans cette histoire, nous avons une puissance étrangère, nous parlons de l'agression, nous parlons de notre voisin, le Rwanda. D'accord. Ne serait-ce que pour ça, il y a le dialogue qui est nécessaire, mais aussi il faut ajouter ceci. Nous avons déjà Doha. Le gouvernement a déjà ouvert, accepté. Le gouvernement, la famille politique au pouvoir, le président Tshisekedi, a déjà accepté un cadre de travail, d'échange avec l'AFC M23. Ok, tout ça c'est connu. Qui serait autour de cette table? Tous ceux qui pensent être capables de contribuer à la résolution de ces problèmes. C'est-à-dire, en plus de ceux qui sont déjà là en train de parler, c'est-à-dire le gouvernement et le M23, il y a cette possibilité, cette nécessité que les autres acteurs également s'joignent pour résoudre la crise. J'aurais voulu vous poser une question au pas piège. Vous y répondez ou vous ne répondez pas. Pourriez-vous citer quelques personnalités susceptibles d'être autour de cette table? Auriez-vous le courage de citer ces personnalités qui seraient invitées à ce dialogue? Nommément, non. Mais le profil. Le profil. Nous avons, ça je peux le dire, nous avons eu un échange avec le président Martin Fayulu à ces sujets. C'est quelqu'un quand même qui a exprimé un certain intérêt à cette idée du dialogue et s'exprime pour. Lui par exemple il est d'accord et j'ai vu aussi le président, comment il s'appelle déjà, Jean-Marc Kabound, il s'est exprimé pour la question. Mais au-delà des individus, c'est les profils. C'est-à-dire, pourquoi nous voulons un dialogue? Nous voulons les dialogues pour rétablir l'autorité de l'État, mettre fin au cycle de violence, renforcer la cohésion nationale, renforcer la crédibilité de l'État et protéger l'intégrité du territoire. Si on s'est mis d'accord sur ces principes-là, et on s'est mis d'accord sur le fait que nous venons au dialogue pour ces éléments-là, à ce moment-là, on peut s'asseoir avec ceux qui acceptent. Bon, s'il y a des gens qui estiment qu'ils ont d'autres intentions ou d'autres agendas, ça poserait problème. Pourquoi ça vous gêne de citer les noms? Vous avez déjà cité Fayulu, vous avez cité Kabound. Parce que je savais que ma liste ne serait pas exhaustive. Et vous voyez que je vous ai déjà cité des personnes qui estiment être ouverts pour les dialogues. Et j'ai d'ailleurs oublié de citer le président Tshisekedi qui s'est exprimé haut et fort sur la question. Bon, comme tous les acteurs, chacun donne un peu sa ligne rouge, ses conditions, voilà. Dialogue oui, mais, dialogue oui, ça, tout le monde. Hein. On ne peut pas reprocher ça à Fayulu, à Kabound ou au président Tshisekedi. Donc, en un mot, toutes les personnalités qui ont des choses à dire pourraient prendre part à ce forum. Non seulement des choses à dire, pour résoudre le problème. En tout cas, je ne vois pas un dialogue où on va aller parler des salaires des enseignants. C'est indécent. On peut avoir un autre cadre pour ce genre de questions. Le problème de ce pays, c'est quand même le développement. Oui. Mais il tarde à venir. C'était une génération sacrifiée. La population continue à attendre son tour pour que, on disait à l'époque, que l'impiodi arrive dans l'assiette du plus pauvre des fonctionnaires. Ah oui, hein, vous savez, on a vu quand même
des spectacles désolants, il faut l'accepter. C'est-à-dire, avant acteur politique, je suis citoyen congolais. Je suis le fruit de cette nation. Il y a des choses qui doivent naturellement déranger. Exemple, le président Tshisekedi dit il va créer des millionnaires congolais. C'est une très bonne chose. Combien déjà sont créés? Il vous dira il y a la guerre. Non, je ne suis pas dans le jugement, mais je suis en train de constater que la façon dont notre économie est structurée, c'est difficile d'en créer. Les trois principaux secteurs de l'économie nationale, les secteurs miniers, les secteurs des hydrocarbures, les secteurs des télécommunications, sont détenus par des étrangers. Quel est le mécanisme que le pouvoir public, l'ensemble des institutions ont mis en place pour exprimer cette volonté d'avoir des Congolais qui viennent s'exprimer et créer de la richesse, sans empêcher aux investissements étrangers qui entrent dans le pays de fructifier également. Donc, il n'y a pas un plan spécialement réfléchi dans ces sens. Et lorsque déjà nous avons le budget national qui finance plus de sa moitié, qui finance le fonctionnement des institutions, les trains de vie des institutions, vous avez du mal à combattre la pauvreté. Vous avez du mal à créer des riches Congolais. La croissance économique, aujourd'hui on en parle, oui. L'économie fonctionne, on crée la croissance. Ce qui est une bonne chose. Mais qui tire profit de cette croissance-là lorsque votre tissu économique est composé en majorité des sociétés étrangères? Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez au final exporter la croissance que vous créez chez vous. Les peu que vous créez, vous exportez. Les peu qui restent sera absorbé par la croissance démographique. Au final, le niveau de vie de la population aura du mal à évoluer dans les sens positifs en termes réels, parce que souvent en économie on compare les indicateurs, on les appréhende soit en termes nominal, soit en termes réels. En termes nominal, c'est simplement les chiffres qui nous est balancé à la radio, à la télé. Mais réellement, quand on intègre des paramètres macroéconomiques, on sait voir que oui, la croissance était par exemple de 2% ou 6%, mais en termes réels, cette croissance n'est que de 2 ou de 1%. Par exemple. Je voudrais vous dire par exemple que ce serait une folie de penser que vous pouvez aller en Inde, pays que j'ai visité à plusieurs reprises, et imaginer seulement créer une petite entreprise. Or, l'inverse, c'est ce que nous vivons depuis des années. C'est une très bonne chose chez nous, l'effet que nous attirons des investissements. C'est une très bonne chose chez nous, l'effet qu'il y a encore des acteurs économiques au niveau international qui acceptent de venir travailler chez nous et qui estiment qu'en RDC, je peux commencer un business. Le grave, ce qui est dramatique, c'est comment nous faisons en sorte de capitaliser ça pour l'intérêt de notre société, notre communauté. Il n'y a pas une politique à ces niveaux-là. Mais moi, je ne suis pas contre qu'un Indien vienne investir en RDC. Et si un Congolais ne sait pas aller investir en Inde, tant mieux. Pourquoi j'ai dit tant mieux? Quand j'aurai des Congolais millionnaires, ils n'iront pas en Inde, ils resteront en RDC. C'est mieux pour mon économie. Mais entre-temps, j'avais posé la question au président. Il y a des millionnaires, il y en a, mais ils volent. Je n'utiliserai pas votre plateau pour juger. À sincèrement parler.
Je sais il y a quand même ces problèmes-là avec les rumeurs et ce qui est réellement volé. Et je ne suis pas très outillé pour savoir identifier qu'est-ce qui a été volé, qu'est-ce qui ne l'a pas été. Mais je sais au moins que la gestion des finances publiques dans notre pays pose problème. Ce n'est pas pour rien que nous avons des fonctionnaires qui ne sont pas payés il y a des fois. Ça montre déjà qu'il y a un problème. Des commissions, mais mon cher ami, c'est fait reculer le pays. Oui. Tout le monde veut réclamer des commissions. Oui. Et c'est dramatique. Moi-même, j'avais posé la question au président. Les commissions, ce n'est pas normal. Il dit la justice est malade. Oui, sur ces points quand même, le président de la République s'émettrait quand même... il y a un devoir. Lorsqu'il nous a dit, s'il y a quelque chose que je n'ai pas encore pu faire, c'est la justice. Je me souviens de son intervention, c'était en 2022. Si je bon, depuis, le ministre... ceux qui étaient à la tête du ministère ont changé. Non, nous attendons de lui parce que lorsqu'il a dit, je sais que vous êtes peut-être en train de faire allusion à Constant Moutamba, qui était ministre de la Justice à une certaine époque, mais cette déclaration était venue avant lui. Parce que c'était pendant son premier mandat. Je crois qu'il faisait un état des lieux le bilan de son mandat. Parmi les choses qu'il n'a pas pu réaliser. Il disait, je n'ai pas pu, vraiment la justice, il y a encore un problème. Bon, à un moment, il faudra aussi qu'il nous dise s'il commence à évoluer. Les choses vues de son côté en tant que gestionnaire, en tant que garant du bon fonctionnement des institutions. Parce que la justice doit rassurer. Que j'ai un problème avec un autre compatriote ou une autre personne, physique ou morale, État congolais soit-il, je dois aller en justice avec une assurance. Je sais que la justice sera dite. Vous voulez, bien entendu, vous êtes politicien, c'est pour un jour devenir un acteur politique. Seriez-vous content un jour si votre petit-fils venait vous voir et vous dit « Papa, où avez-vous trouvé tout cela? Vous avez participé au vol de la République. » Qu'est-ce que vous diriez? Il y a des risques aussi à faire la politique. Vous savez, en tant que président d'un parti politique, en tant qu'acteur politique, spirituellement, qu'est-ce que cela signifie? J'accepte de porter sur moi les préoccupations de toute la nation et de trouver la formule pour rencontrer ces préoccupations-là de tous les Congolais sans avoir rencontré tous ces Congolais-là. C'est ce qu'on appelle la vision politique, j'estime. Et on regarde comment impacter. Moi, je crois que cette question me permet justement de vous révéler quelque chose. Moi, ce qui m'a attiré en politique, c'est justement la crainte de cette question. Je n'aimerais pas que si mes enfants, mes petits-enfants, mes arrière-petits-enfants me posent la question, que je manque des réponses. J'aimerais bien répondre avec fierté. Voilà ce que vous avez aujourd'hui dans votre génération. J'ai contribué à le faire. Je n'estime pas être le seul Congolais à bien penser, à avoir une bonne vision, une bonne volonté pour l'avancement du pays. Je ne suis pas le seul Congolais. Mais j'aimerais être parmi ces Congolais-là qui vont travailler pour résoudre des problèmes, pour que nos générations futures ne trouvent pas ces problèmes-là. Et si jamais je choue, j'aurai aussi une réponse, bien que triste, mais j'aurai au moins la fierté de dire j'ai essayé, je n'ai pas pu. Ça, c'est beau, ça. Alors, moi, je me dis, il s'engage en politique, c'est un rêve, il veut faire du bien, mais tout le monde, pendant la campagne électorale, promet un mont et merveille. Qu'est-ce que nous garantit que ce que vous nous promettez aujourd'hui, vous le réaliserez?
À cette question, la réponse, ce n'est pas sur moi en tant qu'individu. Je suis membre d'un parti politique. On va nous voir avant les élections. On va voir ce que nous sommes capables de faire. Nous aimerons avoir moins de discours à faire pendant la campagne électorale. C'est ça notre ambition. Mais si je vous ai bien compris, les élections, c'est dans combien de temps? 2 ans. Pratiquement. Oui, concrètement, dans 2 ans. Et vous serez prêt dans 2 ans? C'est un défi. Eh oui, il faut avoir des défis. Et si on ne relève pas des défis, pourquoi on veut... pourquoi on estime être capable d'impacter positivement un grand pays comme la RDC? C'est un défi à relever. Est-ce que la faiblesse de la République démocratique du Congo ne se trouve pas aussi dans sa grandeur? Non. Non. Très bien. La Chine est plus grande que la RDC, les États-Unis, l'Arabie Saoudite, l'Iran, la Russie, le Canada, l'Inde, l'Indonésie, l'Australie, le Brésil. Ah donc, ouais, mes mains sont déjà remplies, hein, des pays qui sont plus grands que la RDC, mais les conditions de vie des populations dans ces pays-là est meilleure. Les cadres sécuritaires... Alors, quelles sont les faiblesses de la RDC? Lorsque nous avons créé notre pays, lorsqu'on a créé l'État congolais, toutes ces nations-là, comment ils ont fonctionné? Il y a eu une élite qui a mis en place des bases et a légué un héritage concret en termes de valeurs, en termes d'institutions à la postérité, au peuple. Nous, lorsqu'on a créé l'État indépendant du Congo, c'était la souveraineté de l'État en tant que sujet des droits indépendants. L'État congolais n'existait pas depuis 1960. 1885, après nous avons été colonisés et puis nous avons accédé une fois de plus, nous avons retrouvé notre souveraineté internationale. Mais ce n'était pas encore le peuple en 1885. C'était une affaire de Léopold II. Lorsque nous évoluons, nous arrivons en 1960, on nous laisse pour autodétermination. Regardez, la succession des événements est telle que, à aucun moment, l'élite congolaise a pu organiser la société congolaise pour que le peuple tire profit des institutions. C'est l'extérieur qui nous menait par le bout du nez. Pas seulement, parce que après vous avez la responsabilité de vous battre pour vous-même. Vous voulez de l'autodétermination. On ne doit pas vous dresser la table ainsi que les assiettes et vous venez seulement manger. Ça ne fonctionne pas dans la vie, ça ne fonctionne pas comme ça dans la vie des nations. Lorsque le peuple ne récupère pas la situation pour assurer la continuité, ça tombe. Et toutes ces nations que j'ai citées, à un moment il y avait une élite et puis le peuple a récupéré la situation et ainsi. Que faire pour que le peuple récupère? Vous avez besoin de la base républicaine pour renforcer la souveraineté du peuple. Et la base républicaine, quelle solution, quelle proposition tout de suite? Nous attendrons peut-être la campagne électorale ou... Ce qui est vrai, c'est une grande étape et c'est maîtresse. C'est vraiment un événement, je vais dire, capital, parce que ce n'est qu'en ayant le pouvoir qu'on peut réellement impacter, vraiment effectivement. Mais avant, qu'est-ce que nous faisons? On prêche. Qu'est-ce que vous prêchez? Les valeurs? Les valeurs que nous prêchons, c'est d'abord la cohésion nationale. Nous ne voyons pas la vie politique dans des contradictions. Aujourd'hui, nous regardons ce qui s'est dit entre un bord politique et un autre. On s'est dit, dans tout ce qui s'est dit, voici le chemin par lequel on peut passer pour que tout le monde trouve son compte.
Vous voyez, c'est comme ça que vous avez remarqué un peu plus tôt, le terme opposition nous dérange. Parce que nous ne voyons pas les choses comme ça, dans la contradiction. Autrefois, j'étais avec... je répondais à cette question dans un autre cadre. J'ai donné un exemple simple. On a vu le président Tshisekedi inaugurer l'université de Kananga. J'aimerais bien chanter louange à cette réussite. C'est bien pour la nation. Vous voyez, mais le fait de dire que c'est une très bonne chose, est-ce que ça fait de moi un membre de l'Union sacrée? Non. Mais pourquoi est-ce que si j'ai dit que on ne paye pas les fonctionnaires, c'est mauvais, ou bien les institutions ont échoué dans leur rôle de préserver l'autorité de l'État sur toute l'étendue du territoire, pourquoi ça doit faire de moi un opposant? Oui, parce que nous voulons voir des choses selon des par rapport en partant des contradictions. Et ce qui ne nous construit pas. La base républicaine n'a pas cette vision des choses. La cohésion nationale pour nous, nous sommes une nation composée de plus de centaines d'ethnies. La cohésion nationale est un travail qui doit être fait par les institutions de façon permanente pour cimenter à chaque instant. On doit cimenter la cohésion nationale. On doit travailler pour la maintenir. Oui, mais le problème est que quand vous créez un parti, c'est vrai qu'il y a des moments où vous félicitez, mais quand on vous demande de conseils, qu'est-ce que vous pouvez donner comme proposition pour que ça marche mieux? Vous n'êtes pas en mesure de le dire. Très bonne chose. Je n'accuse pas, mais je révèle. La base républicaine fait ce travail-là, propose même à d'autres partis politiques. La voie à suivre. Voici ce que nous pensons de cette situation. Nous savons très bien que une personne, je vais dire, moins sincère, peut lire nos propositions et en faire sienne. Et dire, voilà ce que nous pensons, sans citer la base républicaine. Ce n'est pas un problème pour nous. Est-ce que le pays peut avancer? Si c'est oui, c'est bon. Que l'idée vienne des Fayoulou, des Lessidé, des Lamouka, des PPRD, d'Envol, de l'UDPS, de l'UNC, MLC, si ça fait avancer le pays, on avance. Oui, nous avons fait des propositions, et au président Tshisekedi, et à son gouvernement, et au parti de l'opposition. Et ces propositions ont été suivies des faits? Pas toujours. Pas toujours, mais je ne veux pas être ingrat. Nous avons quand même vu les choses évoluer dans le sens de nos propositions. Vous savez, les propositions viennent de partout. Hein. Pourquoi pensez-vous que ça Comme je vous ai dit, l'essentiel, ce n'est pas le fait que ça vienne de nous. Mais si ça fait avancer le pays, c'est une très bonne chose. Alors, qu'est-ce que je ne vous ai pas posé comme question et que vous auriez, à laquelle vous auriez bien voulu répondre? On n'a pas très parlé de développement. C'est plus important. On a très peu parlé de développement. C'est plus important que d'autres. Alors, parlons développement. On a terminé. Hein. On a besoin d'avoir une formule de développement réellement pensée et ambitieuse. Je donne une formule simple. Ce n'est pas trop savante. Imaginez que nous ayons des parlementaires, je vais dire, sincèrement attachés à la vie de la nation. Nous en avons 608 sénateurs et députés nationaux au niveau national. Imaginez que chaque année, chaque parlementaire a l'obligation, chaque mandat, chaque parlementaire a l'obligation de créer une société dans sa circonscription. C'est-à-dire dans chaque 5 ans, nous aurons 608 sociétés créées et détenues par des Congolais
qui crée de l'emploi, qui crée des richesses. Et ces parlementaires-là seront plus soucieux, s'il faut parler des infrastructures, ils seront plus sévères envers le ministre des Infrastructures. Parce qu'il sait que s'il n'y a pas des infrastructures, les business que nous avons créés là-bas ne va pas fonctionner. Très bien. Vous voyez? Et puis encore? Imaginez. Commençons par réduire. Mettons un peu plus de transparence pour lutter contre la corruption et renforcer la gouvernance des finances publiques pour après investir dans augmenter les investissements plutôt qu'à financer le train de vie des institutions. Ça nous coûte, mais ça impacte très peu. C'est réel, hein, c'est que nous vivons avec le président Tshisekedi aujourd'hui. C'est vrai qu'il a des membres de son parti, ses alliés, des collaborateurs qui depuis un moment ont vécu à l'étranger. Mais lorsque vous avez une masse de personnes qui gagnent des revenus au niveau national, mais qui dépensent à l'extérieur du pays, j'en avais parlé plus tôt, nous sommes en train d'exporter la croissance. Nous avons besoin que tous ceux qui gagnent au pays investissent au pays, créent des entreprises. Donc que leurs membres de famille viennent ici. On doit décourager ça, c'est là. Ou bien on doit trouver des cadres pour renforcer. La richesse nationale doit d'abord être consommée au niveau national. Déjà sur les plans, sur le fonctionnement des marchés économiques, les entreprises, nous en avons très peu détenus par des Congolais. Alors, en politique encore, souvent quand nous sommes en vacances parlementaires, tout le monde veut aller en France, en Inde, aux Pays-Bas. À Dubaï. À Dubaï, surtout, États-Unis. Bon. Je suis tenté, comme tout le monde, de les faire. Mais je veux avoir un cadre pour aller à Mwanda, à Ilikasi, à Bouta. L'État doit faire ce travail-là pour nous faciliter. Comment on évalue la capacité pour le Congolais, la possibilité pour un Congolais de relier un point du territoire national à un autre? La politique des transports et des voies de communication devait avoir ça comme indicateur des performances. C'est-à-dire, j'ai 1000 villes, comment je pars de telle ville pour atteindre telle ville, quel est le temps et quel est le coût. Mon travail, c'est de réduire le temps et le coût. Et après, à la fin de l'année, j'évalue. D'abord, c'était 1000 $ pour 2 jours. À la fin de l'année, le travail qu'on a fait aujourd'hui, ça coûte combien? C'est combien de jours? Si on réduit, on est à un jour à 750 $, on dit on a évolué tant soit peu. On a des indicateurs de développement qui nous permettent justement d'évaluer notre processus et de mettre en place des politiques cohérentes, parce que en tant qu'économiste, je le sais très bien qu'il n'y a pas de politique cohérente lorsque vous n'avez pas des indicateurs chiffrés. Les mots de la fin? Le pays a besoin de beaucoup plus d'amour entre nous, la cohésion. Amour entre nous, surtout amour pour lui, pour ce pays. En fait, amour pour ces pays, j'idéalise un peu trop. Parce que c'est conceptuel, c'est abstrait. Mais si j'ai de l'amour pour mes compatriotes, mes concitoyens, les autres comme moi, mes frères et sœurs congolais. Par définition, vous aimez aussi le pays, bien sûr. C'est de ça que je voulais parler. Plus on a de cohésion, on n'aura pas des Congolais qui prendront des armes lorsqu'ils sont fâchés. Il n'y aura pas d'opposition. Il peut y avoir de l'opposition dans une certaine forme. Une opposition gentille. J'aimerais bien utiliser ces termes. Une opposition gentille, mais beaucoup plus objective et rationnelle. Bon, déjà, dans d'autres pays, je n'entends pas parler de ces termes. Merci beaucoup, Hugo Zala, d'être venu. Merci. D'où vous êtes parti. Oui, surtout. Ça nous fait chaud au cœur. Merci. Bonne chance. Merci.